petit point peut-être juste d'introduction. Alors, on va faire histoire de chasse, mes histoires familiales à moi. Ça vous fera 5 minutes désagréables. Mais voilà, moi j'ai, comme tout le monde ici dans cette salle, une grand-mère ou une grand-tante, en l'occurrence une grand-mère qui est décédée d'un cancer du sein qui est récidivé dans les années 80. Le premier, c'était dans les années 60 avec une double mastectomie. Et puis, elle a été détectée quand il était déjà métastasé parce qu'il n'y avait pas de dépistage intermédiaire. Et puis, des tantes qui ont eu plusieurs cancers du sein et puis qui sont dépistées très régulièrement. Et ma maman, qui en a eu 3 et qui, jusque-là, se porte comme un charme avec des traitements. Et comme elle a eu beaucoup de chance, quasiment sans séquelles, alors un peu de fatigue, mais pas de séquelles physiques. Tout ça pour vous dire que sur le cancer du sein, alors même s'il est très à la mode d'être intersectionnel en ce moment, on va laisser la question du genre et puis vraiment parler de l'organe. Sur le cancer du sein, on a ces 30 dernières années une évolution de la médecine qui est phénoménale au niveau diagnostic, thérapeutique, au niveau du dépistage et de la prévention. Et puis aujourd'hui, on considère le cancer du sein, ce qui n'était pas le cas quand moi j'étais petite, comme une maladie tout à fait curable dont on arrive auquel non seulement on survit, mais avec lesquels on survit avec de bonnes conditions de vie la plupart du temps, quand c'est pris le plus tôt possible. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est bien le défaut de dépistage qui fait, ou en tout cas un écart ou quelqu'un qui passe entre les mailles du filet qui fait qu'on a des cas qui s'aggravent la plupart du temps. Le centre du sein certifié qu'on a chez nous, c'est la garantie pour les patientes qui s'y réfèrent d'avoir les meilleures qualités de soins, de diagnostic, de prise en charge et d'accompagnement parce que c'est une discipline qui évolue rapidement et on a des professionnels au niveau du centre du sein comme au niveau de l'ensemble des services qui collaborent avec le centre du sein qui se tiennent toujours au courant de ce qui se passe, qui vont vite, qui sont motivés, qui s'engagent, qui accompagnent les femmes qui passent par le centre du sein. Et je profite de ce message pour les remercier. On a aujourd'hui un centre du sein certifié avec 100% des critères respectés. Donc, félicitations à l'équipe. Et puis, je laisse la parole à nos intervenants. Merci. Merci beaucoup, Madame Charmé. Moi, si je peux juste faire un petit aparté, je dois dire qu'on a la chance d'être soutenu par notre direction. Et à l'heure actuelle, dans le monde de la santé, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je remercie la direction de son soutien. Je vais introduire Monsieur Guy, qui est adjoint au service de la santé publique du canton de Neuchâtel et président du BJUN dépistage, qui a quelques mots à vous adresser. Et puis après, on commencera la présentation en soi. Très bien. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci de votre présence ici ce soir. Donc je remercie le RHNE donc de m'avoir associé, en tout cas d'avoir associé l'État de Neuchâtel à cette manifestation en m'invitant à dire un petit mot d'introduction à l'occasion de cette conférence. C'est très volontiers que j'ai accepté cette invitation à 2 titres. D'une part, dans ma fonction à la direction de la santé publique du canton de Neuchâtel comme chef de service adjoint. J'ai eu le plaisir de contribuer à la rédaction du rapport du Conseil d'État au Grand Conseil qui avait débouché sur la création du centre du sein spécialisé. Ça fait déjà il y a quelques années, ça ne me rajeunit pas. Mais j'ai aussi le plaisir à participer à cette séance ce soir comme président de l'Association pour le dépistage du cancer du sein, BJUN, donc pour Berne-Jura-Neuchâtel, dont le canton de Neuchâtel est membre au même titre que les cantons du Jura et de Berne. Donc cette association, via le programme neuchâtelois de dépistage du cancer du sein, invite toutes les Neuchâteloises de 50 à 74 ans tous les 2 ans à faire l'objet d'une mammographie de dépistage. Chaque année, environ une 60aine de Neuchâteloises sont diagnostiquées pour un cancer du sein dans le cadre de ce programme et la quasi-totalité, à ma connaissance, se fait prendre en charge dans le cadre du centre du sein de RHNE. Cette 60aine de femmes représente environ un tiers des patientes et patients qui sont
atteints d'un cancer du sein qui sont pris en charge par le RHNE. Donc, vous comprenez très bien quelle est l'importance, l'intérêt que porte l'État de Neuchâtel, mais moi également dans mes différentes fonctions au centre du sein de RHNE. Donc, il est en effet très important d'offrir un programme de dépistage du cancer organisé de qualité. Ça permet de diagnostiquer un cancer du sein dans toute la mesure du possible à un stade le plus précoce possible. Il est tout aussi important qu'une fois qu'un diagnostic est posé, un diagnostic du cancer du sein est posé, que ce soit dans le cadre du programme de dépistage du cancer ou dans un autre cadre, que la Neuchâteloise qui se voit confrontée à ce diagnostic soit rapidement et adéquatement prise en charge. En effet, de la rapidité et de la qualité de la prise en charge dépend l'amélioration des chances de guérison, plus de guérison que de survie maintenant, puisque une bonne partie des personnes peuvent en guérir. Mais il en dépend aussi la lourdeur des traitements dont cette personne fera l'objet, leur caractère plus ou moins invasif, et ainsi que la qualité de vie une fois qu'elles seront remises. Et c'est donc notamment dans ce contexte qu'un centre du sein spécialisé répondant aux critères de reconnaissance nationaux a toute sa raison d'être. Donc je laisserai à Madame Chevènement et à ses collègues le soin de développer les avantages, les bénéfices en termes de santé publique que de mettre en place un tel centre du soin spécialisé. Comme représentant de l'État et à titre historique, j'aimerais relever ou rappeler peut-être pour certains que la création du centre du sein de RHNE est le résultat dépend d'une décision politique au niveau de l'État qui a été prise maintenant il y a 10 ans, donc en 2012. En effet, sur la base de propositions du Conseil d'État de l'époque, propositions qui découlaient pour une bonne partie aussi d'options stratégiques qui avaient été proposées par l'hôpital, le Grand Conseil avait adopté en 2012 un décret qui portait approbation de différentes options stratégiques pour l'hôpital neuchâtelois à l'horizon 2012. Et parmi les options stratégiques qui avaient été proposées et qui ont été adoptées par le Grand Conseil, figurait notamment la localisation d'un centre d'oncologie sur le site de la Chaux-de-Fonds, centre d'oncologie qui intégrait un centre du sein qui soit reconnu sur le plan national, autrement dit qui puisse faire l'objet d'une certification sur le plan national à terme. Il s'agissait pour l'État, en se faisant, dans la continuité, si vous me permettez, de la création du programme de dépistage du cancer du sein, donc de la mise en place de ce programme, d'améliorer l'accès aux soins de la population, notamment des Neuchâteloises et quelques Neuchâtelois qui sont atteints d'un cancer du sein, parce que bien sûr les hommes peuvent également être touchés, et donc de faciliter l'accès aux soins à cette population-là. Cela dit, décréter, je dirais, sur le plan politique ou politico-administratif au château de Neuchâtel, la création d'un centre du sein spécialisé, c'est très bien. Encore faut-il le concrétiser et mettre cela en place. Et ce n'est pas une sinécure. Donc avec la foi, je dirais, du croyant, si vous me permettez l'expression, une équipe composée de plusieurs médecins de différentes disciplines du RHNE s'est rapidement mise en place et à l'ouvrage. Et c'est déjà en 2012 donc, que le centre du sein a été créé. Et avec 4 ans après, donc une première certification, donc qui était l'objectif qui avait été imparti à RHNE par le Conseil d'État. Et puis, en 2022, donc cette année, une recertification, comme l'a dit Madame Charmet, avec un résultat pour le moins très satisfaisant, puisque l'ensemble des critères posés, pourtant nombreux, ont été atteints. Donc, tout comme Madame Charmet, j'aimerais profiter pour en remercier au nom de l'État toute l'équipe du Centre du Sein pour son travail, son engagement, toutes ces étapes réalisées et franchies, je dirais, avec brio, mais en particulier Madame Chevènement, qui est la directrice de Centre du Sein et qui en est la cheville ouvrière. Je pense qu'elle pourra confirmer, ça n'avait rien d'un parcours de santé, d'un parcours vita. Hein. En effet, donc la très longue liste des critères à respecter, donc qui sont définis par les sociétés médicales pour être reconnues comme étant un centre du sein, aussi pertinentes qu'elles soient peut-être en termes de santé publique, avait de quoi rébuter quelques-uns ou freiner les ardeurs de quelques-uns, même les plus convaincus. Et aujourd'hui, on peut dire que l'objectif a été pour le moins atteint, puisque en 2018 déjà, donc, le centre a été certifié une première fois et qu'il est recertifié aujourd'hui.
Donc, j'aimerais tirer mon chapeau à toute l'équipe du Centre du Sein pour ce magnifique travail et leur dire un grand bravo. Dire aussi que bien qu'étant à ma connaissance, sauf erreur, le petit pousset des centres du sein certifiés en Suisse, en tout cas en termes de volume d'activité, pas tout à fait. Alors, excusez-moi, j'avais ce sentiment-là, mais il n'y avait rien de péjoratif dans là, vous verrez pour la suite. J'aimerais élever en tout cas que grâce à votre travail, en tout cas, le centre du sein du RHNE joue en tout cas dans la cour des grands, en tout cas par la qualité de la prise en charge qui est faite. Et les résultats, les derniers résultats dans le cadre de la procédure de recertification le démontrent. Donc, je ne peux qu'inviter cette équipe à poursuivre sur cette voie. Et je l'espère qu'il fera office d'exemple et tâche d'huile pour la prise en charge d'autres types de prestations. Je crois d'ailleurs que le RHNE, sur la base plus ou moins de ce modèle, a créé déjà un certain nombre de consultations spécialisées centrées sur d'autres pathologies. Et donc, il me reste à souhaiter longue vie au Centre du Sein. Et à remercier donc encore au nom de l'État, toute l'équipe pour le magnifique travail qui a été fait, la prise en charge, je dirais, de proximité, c'est un élément très important, de très haute qualité, mais aussi rempli d'humanité. Je crois que ça a été relevé dans le cadre de la procédure de recertification qui est offerte aux Neuchâtelois, aux quelques Neuchâtelois qui sont atteints d'un cancer du sein. Voilà, donc merci encore beaucoup. Et puis je me réjouis de participer à la suite de la conférence. Voilà, bonne suite de soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. On va commencer, bienvenue donc à cette conférence du jeudi du RHNE. On va commencer la conférence proprement dite. On va essayer de garder pas mal de temps pour les questions parce qu'on veut que ce soit interactif. Est-ce qu'il y a des questions sur Facebook et on peut y répondre? Ou simplement la conférence est transmise mais on n'a pas... le public peut poser des questions depuis l'Internet. Après? D'accord, ok. Je ne vous avais pas vu. Très bien. Alors, voilà. Donc, nous allons traiter ce soir de l'avantage d'être soigné dans un centre certifié lorsqu'on a un cancer du sein. Vous voyez sur cette diapositive, le cancer du sein est une maladie grave qui touche environ 6 000 femmes par année en Suisse, à savoir donc qu'une femme sur 8 souffrira d'un cancer du sein dans la population. Lorsque vous avez un cancer du sein, la question qui se pose évidemment est de savoir comment et par qui vous allez être pris en charge. Chacun souhaitant bénéficier des meilleurs traitements et des meilleurs spécialistes en la matière. Alors évidemment, dans le temps, on demandait à une connaissance, on demandait aux gens autour de nous qui vous a traité, comment on vous a traité, est-ce que vous êtes content, etc. En raison de la prévalence de cette maladie, Mme Charmé l'a rappelé, tout le monde connaît quelqu'un souvent proche qui a souffert de cette maladie. Mais aujourd'hui, le bouche à oreille ne suffit pas pour être sûr d'être traité dans les meilleures conditions. On a besoin de paramètres objectifs qui permettent de prouver que les traitements qu'il faut sont les derniers traitements actualisés et que ce sont les traitements qui sont recommandés au plan international et surtout qui sont effectués par des spécialistes entraînés. Est-ce que quelqu'un prendrait l'avion en sachant que le pilote a volé une fois dans l'année? Eh bien, pour être soigné pour un cancer, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est d'être pris en charge par des gens qui savent, qui font ça souvent et qui sont vraiment à la pointe de l'actualité concernant les traitements. Pourquoi on a mis en place des centres du sein? En fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une grande disparité dans la qualité des traitements. C'est-à-dire que les études scientifiques ont montré, par exemple, que la mortalité par cancer du sein est plus élevée en Angleterre qu'en Suisse. Donc, dans différents pays, au sein même de pays industrialisés, donc de pays qui sont censés avoir une haute qualité de traitement. On a aussi démontré que pour le même cancer, à certains endroits, il y avait plus de risques d'avoir plus de mastectomie que d'autres, que chimiothérapie pour le même cancer, oui, quelque part, non ailleurs. Donc vraiment, cette disparité de la qualité des traitements a fait que les sociétés savantes ont décidé d'édicter des critères de qualité pour que
toute personne puisse être prise en charge avec les mêmes chances et avec la même égalité de traitement. On a remarqué donc qu'une synergie de structures et une synergie de spécialistes permettait de promouvoir la qualité de traitement, et c'est pour ça que les sociétés savantes ont eu l'idée de mettre en place des centres du sein où on a su par la suite, avec la preuve à l'appui de la littérature, que la survie était augmentée si les patientes étaient traitées dans les centres du sein. Un des critères importants, c'est qu'un centre du sein, c'est une unité de lieu. Avant qu'il y ait des centres du sein, la patiente devait souvent chercher les spécialistes à droite à gauche, c'est-à-dire s'adresser à celui qu'elle pensait être le meilleur d'un côté, de l'autre, et ça va pas. Le patient, il doit être au milieu du traitement, c'est-à-dire il doit être au centre. Le centre du sein doit être une unité de lieu où les spécialistes tournent autour du patient. Le patient, il ne doit pas chercher les spécialistes à droite à gauche. Il doit être vraiment au centre, dans une unité de lieu où il a accès à tous les spécialistes et aux meilleurs spécialistes. Juste un peu d'histoire. Pourquoi on a eu idée, donc comment ça s'est passé la mise en place des centres du sein? Ça n'a pas été facile, hein, ça a commencé il y a 25 ans. Un centre du sein, c'est donc une unité multidisciplinaire d'excellence dans le dépistage, le traitement de la pathologie mammaire et qui intègre une activité d'enseignement et de recherche. Il y a 25 ans, ces sigles-là, c'est le sigle des conférences européennes sur le cancer du sein, c'est en anglais. Donc en 1998, la première a eu lieu à Florence, et puis c'est là qu'on s'est dit que pour les raisons que je vous ai décrites avant, il fallait promouvoir des équipes multidisciplinaires pour traiter le cancer du sein. On ne pouvait pas traiter le cancer du sein chacun dans son coin tout seul. Mais ça a été long, hein, ça c'était il y a 25 ans. En 2000, ESOMA, c'est la Société européenne de scénologie, a émis des recommandations pour que les femmes européennes puissent disposer de centres du sein qui devaient être inclus dans les hôpitaux régionaux, couvrant environ une population de 250-300 000 habitants et qui doivent travailler avec les programmes de dépistage. La même année, à la deuxième conférence sur le cancer du sein, on a dit qu'il était nécessaire d'avoir un processus d'accréditation pour que les femmes puissent identifier ces centres, c'est-à-dire pour que les centres soient un label de qualité et que les femmes qui souffrent de cette maladie puissent dire « là, je suis sûre d'être traitée comme il faut ». Et en 2002-2004, on a eu l'appui du Parlement européen pour mettre en place des centres accrédités. Alors, la petite histoire dans la grande, c'était le nôtre. Le nôtre, monsieur Guy l'a rappelé, en mai 2012, le Grand Conseil neuchâtelois a approuvé un décret basé sur les propositions du Conseil de l'État de l'époque, qui a toute ma reconnaissance, parce que ça n'a pas été facile, et donc qui a demandé la mise en place sur le site de la Chaux-de-Fonds d'un centre de scénologie qui soit accrédité au plan national. On a ouvert le centre en 2014 et on a passé le premier audit de certification en 2018, qu'on a obtenu avec 58 points sur 59 à l'époque. Le dernier point qu'on n'avait pas eu, c'était il fallait un dossier unique informatique, et puis ça n'existait pas au RHNE, depuis il a été mis en place. Cette année, au mois de mars, on a repassé l'audit de certification qu'on a eu cette fois avec un parcours sans faute. Depuis l'ouverture, on a traité 1400 patients dans le centre. Et je voudrais juste vous expliquer ce qu'est une certification. Donc la certification, elle est donnée par la Ligue suisse contre le cancer et la Société suisse de scénologie. En l'occurrence, on l'a vu avant, ils nous demandent de remplir 70 critères de qualité. Quelques exemples des critères de qualité. Un critère essentiel, c'est que le traitement est validé par un consensus d'experts. C'est-à-dire que ce n'est pas un médecin tout seul dans son coin qui décide ce qu'il va faire à la patiente. Donc, après, on va voir le parcours de la patiente dans le centre, et mes collègues vont chacun expliquer une partie de la prise en charge. Mais le traitement, il est validé par un consensus d'experts, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec le plan thérapeutique qu'on va proposer à la patiente. La certification vérifie l'expertise de l'équipe pluridisciplinaire.
à savoir que, par exemple, le chirurgien qui opère un cancer du sein, il doit opérer au minimum 30 cancers du sein par année. On ne peut pas opérer un seul cancer par année et être bon. L'oncologue, il doit effectuer 30 chimiothérapies. Le pathologue doit lire chacun de ceux qu'on a, 250 lames qui disent c'est un cancer du sein, et ces lames sont relues 2 fois. Donc c'est ça le processus de certification. On est obligé de respecter les directives recommandées au plan européen en matière de traitement, d'équipement, d'information et de suivi. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On doit appliquer les traitements, les recommandations internationales. Ce qui veut dire que quand un centre est certifié, la patiente, c'est un label de qualité pour elle. C'est-à-dire qu'elle sait que si elle se fait soigner dans ce centre répond à tous ces critères qui montrent que on fait ce qu'on doit. Et tout à coup, on n'a pas une prise en charge empirique et on soigne les gens comme ça nous paraît. C'est également, et ça c'est important, un critère de qualité pour les médecins référents. C'est-à-dire que le médecin qui envoie sa patiente, il sait que s'il l'envoie là, elle sera prise en charge aussi correctement. Un des points qui se voit peu, mais qui est essentiel dans le centre du sein, c'est la gestion administrative. Je vous ai mis la photo de notre directrice administrative qui est là en personne, derrière son masque. Et tous les cas doivent être saisis dans une base de données. Donc on a 2 data managers. À ses côtés, Katia, qui est aussi infirmière chez nous. Et donc, la base de données doit être remplie avec toutes les caractéristiques des tumeurs, des traitements, des évolutions, etc. Et puis, ça nous permet de pouvoir extraire des données et d'avoir une analyse statistique et puis de pouvoir savoir vraiment évaluer clairement le travail qu'on fait. Ces données sont transmises toutes les années au label de qualité qui veille. Donc, c'est pas l'audit de certification, il a lieu tous les 4 ans, mais toutes les années, on vérifie qu'on est juste, c'est-à-dire qu'on respecte les critères de qualité au quotidien. Et puis, ça nous permet d'élaborer les dossiers de certification. Alors, je ne vais pas m'étendre dans ce qui est compliqué, mais je voudrais juste 2 études qui sont vraiment parlantes vous présenter, parce que voilà pourquoi il faut être traité dans un centre certifié. Et ça, c'est prouvé par la littérature scientifique. Là, c'est une étude qui a été faite en Allemagne, une étude sur 8300 patientes de centres allemands certifiés au plan national. Donc, c'est une étude qui a été publiée dans une revue de qualité en scénologie, qui est récente. Et là, cette étude, elle a évalué l'adhérence aux recommandations dans chaque modalité thérapeutique, c'est-à-dire ce qu'on faisait en chirurgie, ce qu'on faisait en radiothérapie, ce qu'on faisait en chimiothérapie, ce qu'on faisait en les traitements qu'on donnait aux patientes. Et ça a été fait pour chaque cas avant et après la certification du dit centre. En fait, ce qu'on a montré, c'est que la survie globale et la survie sans récidive sont meilleures dans le même centre après qu'il ait été certifié. Donc, ça veut dire que la même patiente traitée par les mêmes personnes dans le même centre, si avant ou après être certifié, avait plus de chances une fois que le centre était certifié. Donc, autrement dit, indépendamment du type de cancer, du sous-type de cancer et du traitement qu'on va appliquer, la certification, c'est un facteur pronostic indépendant de survie. Et puis, une autre étude, et là, vous avez notre secrétaire qui est aussi arrivé en retard après les bouchons. C'est l'artisan de cette histoire, Florence. Ça, c'est une étude qui montre, aussi récente, sur 3300 patientes, que si on ne respecte pas les délais de prise en charge, la mortalité augmente. Donc, le cumul, et elle démontre aussi que le cumul des délais augmente la mortalité par cancer du sein. Ça veut dire que quand une patiente arrive au centre, souvent, on doit faire des examens complémentaires, un bilan à distance, un PET scan, un PET scanner, le docteur Cazentre va vous expliquer ce que c'est. C'est des examens complexes, c'est des équipements lourds, et tout ça, il faut l'organiser dans le traitement, dans le laps de temps le plus court possible. C'est pour ça que je vous dis, Flore, c'est elle qui permet d'avoir ces délais les plus courts, évidemment avec les services concernés.
Donc, on a ça aussi, c'est un critère de qualité. On a des délais, c'est-à-dire qu'on doit traiter les patientes dans les 20 jours ouvrables qui suivent la première consultation au centre du sein. Et bien ça, plus vite c'est fait, moins la mortalité est élevée. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est vraiment prouvé par la littérature scientifique. Je crois que, juste un exemple pour que vous vous rendiez compte, on a eu la patiente qui a été traitée le plus vite depuis le moment où elle est arrivée, qui devait avoir commencer son traitement par une chimiothérapie, c'était Florence, 5 jours. Donc 5 jours entre le moment où elle a posé le pied chez nous et elle a commencé son traitement de chimiothérapie. Je crois que ça, c'est juste exceptionnel. Alors, là, je ne vais pas m'étaler, c'est l'organigramme du centre du sein pour savoir que vous vous rendiez compte que toutes ces patientes, tous ces professionnels sont au service des patientes. La structure, en gros, c'est une équipe centrale, où vous voyez à gauche, et l'équipe centrale comprend des spécialistes en oncochirurgie, en radiologie, en oncologie médicale, en radio-oncologie, en pathologie et en chirurgie plastique, et les infirmières référentes. Donc, cette équipe centrale, ce sont tous des spécialistes qui doivent atteindre les critères qui concernent leur spécialité. On verra un peu plus loin lesquels ils sont. Et puis, on a des services, des partenaires internes, les physiothérapeutes, le service d'anesthésie, les soins palliatifs, les gériatres. Et à la certification, on a mis en évidence la qualité du traitement des gériatres et de la collaboration avec les gériatres. Je salue Mme Poudens qui est là. Et puis, donc vous voyez, c'est juste pour vous montrer, là, on a des partenaires externes, donc le centre de Château de psychiatrie, et puis le SynLab pour la génétique médicale. Vous allez voir tout ça après dans le parcours de la patiente au sein du centre de scénologie. Notre prise en charge, donc ça, c'est la structure de la présentation à laquelle vous allez assister. En général, ce qui se passe, c'est que la patiente, elle se palpe un nodule ou alors on lui palpe un nodule chez son médecin. Il se peut aussi que la lésion soit détectée par la mammographie de dépistage. Son médecin fait des prélèvements. Ces prélèvements sont analysés et puis le dossier est transmis en scénologie. La patiente arrive au centre du sein, elle est vue par le scénologue, l'infirmière référente, et puis là, on lui propose un plan de traitement qu'on fait toujours valider en concertation multidisciplinaire, c'est-à-dire c'est une réunion où il y a automatiquement, en tout cas, un membre de l'équipe centrale de chaque spécialité, en général tout le monde est là, et puis une fois que ce traitement est validé, après avoir fait les examens complémentaires, on peut décider par exemple, les examens complémentaires, ça peut être des bilans à distance, ou d'autres examens radiologiques dont on va vous parler tout à l'heure. On peut aussi demander une évaluation génétique. Après commence le traitement et puis le parcours de la patiente donc, a lieu dans ce sens-là, avec toujours au centre et en l'accompagnant une de nos infirmières responsables, une infirmière référente en scénologie. Je vais passer la parole au docteur Stolz, qui est membre de l'équipe centrale de radiologie et qui va, ça c'est ce que je vous ai expliqué avant, et qui va vous parler de la partie radiologie. Moi, je te dis. Ah, aussi, c'est bonsoir à tous. Moi, je suis le docteur Alexandre Stolz, je suis un des 3 radiologues de l'équipe centrale pour le centre du sein. Je vais vous parler du coup du rôle de la radiologie dans la détection des cancers du sein, des anomalies en tout cas, et puis ça va aller jusqu'à l'annonce des résultats. Alors, nous, on est 3 radiologues dans l'équipe. Les critères de qualité qu'on doit satisfaire, c'est qu'on doit avoir 1500 mammographies par an par médecin. Chaque femme qui va avoir une mammographie dans le cadre du RHNE va bénéficier d'une double lecture. Et puis, on doit aussi satisfaire des programmes de formation continue. C'est vrai que pour nous, les radiologues, aller en congrès, c'est pas un problème. On aime bien. Donc, on va faire un congrès séminaire.
Et voilà. Donc, je vais parler donc des différentes techniques qu'on a à disposition. Alors, la plus ancienne qu'on a depuis de nombreuses décennies, c'est la mammographie. Ça, c'est l'examen qu'on va avoir dans le dépistage du canton. Ça, c'est une imagerie qui est en 2 dimensions. Alors, la mammographie, heureusement, elle a été améliorée ces dernières années par différentes choses. Alors, tout d'abord, maintenant, on peut faire des mammographies en 3D. Ça, c'est la tomosynthèse. Ça revient à faire finalement des coupes à travers le sein et ça nous a permis d'augmenter la détection du cancer du sein, puis ça nous a permis aussi d'améliorer notre spécificité, c'est-à-dire qu'on va moins voir des images faussement inquiétantes, en tout cas on comprend mieux ce qui se passe à l'intérieur du sein. On peut également faire des macrobiopsies sous guidage de mammographie ou sous tomosynthèse lorsque notamment l'anomalie est visible que sous mammographie. Ça, c'est généralement les microcalcifications. Alors, on a aussi la chance dans le centre du sein d'avoir fait l'acquisition récente d'un robot qui nous permet d'atteindre des zones qui sont très difficiles pour les biopsies, notamment lorsqu'elles sont superficielles, donc sous la peau, ou également quand elles sont très en profondeur, et donc pas très accueillantes au départ, mais grâce à ce robot, on arrive vraiment à atteindre quasiment toutes les zones dans le sein. La mammographie s'est également améliorée ces dernières années avec l'angiomammographie qui permet à la suite de l'injection d'un produit de contraste qui va permettre de voir la vascularisation un peu anormale d'une lésion, de mieux la détecter, de mieux la caractériser. Et puis, si la lésion est pas visible dans les autres modalités, on peut également faire les biopsies sous angiomammographie. Alors, l'autre technique qu'on a depuis longtemps à disposition qui fonctionne très bien aussi, c'est l'échographie ou ce qu'on dit ultrason qu'on va faire dans les seins et puis dans les creux axillaires des 2 côtés, qui nous permet de caractériser les lésions, de savoir déjà si elles existent ou pas, et puis lorsqu'on a trouvé la lésion, de la caractériser, éventuellement faire une biopsie. On n'oublie pas de regarder dans le même sein s'il n'y a pas une deuxième lésion, ça peut arriver. On regarde également dans le sein contralatéral, et puis on regarde dans les régions axillaires, ce qu'on appelle les régions axillaires, où il y a les ganglions, et c'est pareil, on essaye de voir si en échographie on a des signes suspects d'une atteinte ganglionnaire. Alors ça, on utilise une sonde avec c'est des sondes qui sont linéaires, qui sont adaptées donc à l'épaisseur du sein. Et puis, on a des petites améliorations aussi pour l'échographie qui sont récentes. Alors, on a la possibilité de voir la vascularisation, la microvascularisation des lésions. Ça, c'est grâce au Doppler. L'intelligence artificielle nous aide aussi pour une meilleure localisation des lésions. On a aussi la possibilité de faire de l'élastométrie qui permet de voir un peu les critères de dureté d'une lésion. Et puis, c'est vraiment la modalité idéale pour faire des prélèvements qu'on va faire sous anesthésie locale et puis dans des conditions stériles. La troisième technique qu'on a à disposition, c'est l'IRM, qui va être réalisée après l'injection d'un produit de contraste intraveineuse et qui nous aide dans les cas compliqués, dans les situations un peu difficiles. Alors, il y a des indications qui sont bien reconnues. On sait que le carcinome lobulaire, c'est un cancer qui va donner volontiers des atteintes multiples, multicentriques. Donc, chaque carcinome lobulaire va bénéficier d'une IRM. On sait aussi que dans les seins denses, la sensibilité de la mammographie peut être diminuée jusqu'à 50%, donc on va faire volontiers aussi des IRM chez les patients qui ont des seins denses. Et puis elle nous aide aussi, cette IRM, lorsqu'il y a des discordances entre ce que va constater le clinicien et puis ce qu'on voit en imagerie ou à travers l'imagerie, quand on a des discordances, notamment entre la mammographie et l'échographie. L'IRM est assez précise pour donner une idée de la taille de la lésion. Elle nous aide aussi dans certaines situations, de nouveau, quand il faut aller en profondeur, c'est une bonne technique pour voir l'atteinte qu'il y aurait éventuellement en profondeur ou une atteinte du mamelon qui n'est pas toujours facile à voir avec la mammographie et l'échographie. Alors cette IRM, on va aussi l'utiliser en première ligne chez les patientes qui ont un très haut risque familial ou une mutation génétique. On va aussi faire des IRM systématiquement chez les patientes qui vont avoir une chimiothérapie. On va faire une IRM au début du traitement et puis à la fin du traitement. C'est pareil, c'est pour une meilleure estimation de la taille de la lésion. Ces IRM, elles sont quasiment toujours suivies par des échographies de seconde look. Alors, tant bien même, on a déjà fait une première échographie, mais à la lumière de ce que va montrer l'IRM, on répète l'IRM pour voir s'il y a une traduction de ce qui a été vu en IRM, d'essayer de voir si la lésion elle est bénigne ou elle est suspecte. Et puis si on la voit en échographie, on peut en faire la biopsie. Puis si jamais on ne la trouve pas en échographie, on n'est plus embêté maintenant puisqu'on peut aussi désormais faire les biopsies sous IRM au centre du sein.
Donc la biopsie, comment ça se passe? En tout cas, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Il faut une preuve histologique. On ne va pas opérer quelqu'un sur la base d'une imagerie. Il faut vraiment avoir une preuve histologique de la bénignité ou de la malignité. Donc c'est vraiment une étape fondamentale. On a la possibilité de faire maintenant ces biopsies sous le guidage avec toutes les techniques qui existent. Donc là où on va voir l'anomalie, on va pouvoir faire la biopsie. On évoquait tout à l'heure les microcalcifications avec des biopsies qu'on peut faire sous tomosynthèse ou mammographie. Pour les masses qu'on voit en échographie, avec l'échographie. Et puis dans les situations un petit peu plus complexes où c'est juste des prises de contraste et qu'on ne les voit pas en échographie, on peut désormais faire les biopsies sous angiomammographie, sous IRM. Ça, c'est vraiment tout récent. Et puis généralement, on dispose d'un clip qui contient des poussières de titane sur le site de biopsie qui permet de localiser la zone, soit parce que la lésion est bénigne pour la baliser en disant voilà, on a déjà fait une biopsie et c'est balisé, ou ça peut aider aussi dans les repérages avant une intervention chirurgicale lorsqu'on va disposer ce qu'on appelle un fil d'Ariane juste avant l'intervention. Alors ensuite, les prélèvements, ils sont envoyés au laboratoire ANMED. Alors eux, leurs critères de qualité qu'ils doivent respecter, il doit y avoir au moins 2 pathologues spécialistes pour le sein. Ils sont 6 pathologues en tout et 2 particulièrement spécialisés dans la lecture du sein. Il doit y avoir 250 biopsies par an par médecin. Il y a également des doubles lectures, donc toutes les lames sont vues par 2 pathologues, et puis il doit également faire satisfaire la formation continue, et il y a un contrôle de qualité également qui est exigé. Là, vous avez à l'image 2 types de biopsies, une biopsie à l'aiguille fine, qui a 2 fines que le nom, vous voyez, ça fait quand même déjà des prélèvements assez grands, et puis la macrobiopsie avec des prélèvements qui sont de meilleure qualité. Donc, pour ce qui est de la partie de la radiologie, on va faire à la fin de tout ce qui a été fait une synthèse de différentes techniques. On va pouvoir comparer les différents examens. Ça va aboutir à une cartographie assez précise des lésions dans les 2 seins, qu'elles soient malignes et bénignes. On va aussi faire une cartographie de ce qui s'est passé dans les régions axillaires pour les ganglions. Et puis ensuite, selon la prise en charge qui va être déterminée lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire, on peut faire des examens complémentaires ou faire une biopsie supplémentaire, ou éventuellement maintenant l'angiomammographie si besoin. Et puis dans les cas discordants, parce que ça peut arriver de temps en temps, on a différentes modalités. On peut répéter la biopsie avec une autre technique, ou quand on n'arrive pas du tout à avoir une lésion, éventuellement la biopsie chirurgicale, mais ça a quasiment disparu, on arrive quasiment toujours à s'en sortir. Donc voilà pour la partie radiologie. Merci. Je n'avais pas vu celui-ci. Donc, voilà, le parcours de la patiente. Donc, la patiente arrive au centre du sein. Elle est vue par le scénologue. J'ai une pointe là. Voilà. Là, après avoir réceptionné le dossier, un des critères qu'on doit respecter, c'est que du moment où on a le coup de fil, la patiente doit être vue dans les 5 jours au centre. On récupère donc les documents et puis on fait ce qu'on appelle, ça une annonce diagnostique. Donc la patiente est vue, tout est pris en charge et puis on lui propose un plan de traitement. Le label de qualité exige qu'on voit au minimum 125 nouveaux cas de cancer par année. On en a, l'année passée, on a eu 180 nouveaux cas. Juste pour comparer, par exemple, vous disiez au CHUV, ils sont à peu près à 200. Et puis, le premier traitement, comme je vous ai dit tout à l'heure, doit être effectué dans les 20 jours ouvrables, que ce soit l'opération ou que ce soit la première cure de chimiothérapie. Essentiel, c'est que chaque cas de chaque patiente est présenté au colloque de concertation multidisciplinaire. Et là, on décide si on veut faire des examens complémentaires ou pas, par rapport à ce qui a déjà été fait. On décide s'il faut faire une évaluation génétique. Et puis, on valide donc le traitement et la patiente peut commencer le traitement. Pour cette partie, vous avez une photo ici du tumor board. En général, c'est animé chez nous. Et puis, les critères de qualité sont qu'à chaque tumor board, il doit y avoir un responsable par spécialité. Et évidemment, on applique les recommandations internationales.
vais passer la parole maintenant au docteur Cazentre, qui est le chef de service de la médecine nucléaire. Alors eux, ils sont un peu cachés, mais c'est un service essentiel et il va vous expliquer en quoi consiste la prise en charge pour les patientes qui souffrent d'un cancer du sein. Bonsoir à tous. Bon, j'ai prévu quelque chose de très simple, hein, rassurez-vous. Effectivement, on participe en fait pour compléter le bilan si besoin, donc en fonction du grade et de l'extension de la maladie. Le ou la patiente vont bénéficier d'une scintigraphie osseuse. Mais avant, je vais quand même vous rappeler ce que c'est la médecine nucléaire. C'est vrai que c'est une discipline assez méconnue d'imagerie. Donc en fait, ça consiste en l'utilisation in vivo de radiopharmaceutiques pour des raisons médicales, donc ou des buts d'imagerie ou de traitement. Ici, en l'occurrence, l'imagerie. Donc, on utilise une petite particule radioactive qui va émettre un rayonnement et qui va nous permettre de suivre un traceur. Donc, pour la scintigraphie, ça sera un traceur osseux. Donc, on fera une scintigraphie osseuse qui nous permet de faire tout le bilan d'extension des métastases osseuses éventuelles. Et puis, le PET-CT, qui est une deuxième modalité d'imagerie, qui, elle, pour faire très simple, est une scintigraphie au sucre. Donc, c'est un sucre radiomarqué qu'on va injecter chez le patient, la patiente, et qu'on va pouvoir faire un bilan très précis en fait, parce que les cellules cancéreuses mangent plus de sucre que les cellules normales, ce qui va permettre de les détecter dans l'organisme. Il y a également en radiologie donc le scanner. Comment je passe comme ça? Ah ouais, non, bon, ça c'est la diapo après. Donc, pour revenir sur la médecine nucléaire, c'est une chaîne complexe. Pour reprendre l'exemple du PET donc au sucre, FDG, la production se fait à Berne. On est livré à 7 h du matin, c'est produit la nuit à 3 h du matin. Il y a des fois des échecs de production. Ça nous est livré, donc le livreur doit arriver de Berne. S'il y a un accident, s'il crève, on n'a pas la dose. Il faut que le patient vienne. En l'occurrence, il faut qu'il soit à jeun, il faut qu'il soit valide, qu'il puisse atteindre le pavillon PET-CT, qu'on puisse lui injecter, qu'on fasse l'acquisition. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a plein d'éléments qui peuvent intervenir et casser cette chaîne. Et moi, je dis souvent, chaque image scintigraphique, c'est un petit miracle parce qu'on a réussi à aller jusqu'au bout de la chaîne. Donc, voici une image donc, de scintigraphie osseuse. On voit très bien le squelette et la distribution avec donc une machine qui s'appelle SPECT-CT. Le CT, c'est pour dire que c'est une imagerie hybride. Là, je vous ai juste montré la partie médecine nucléaire, mais c'est maintenant systématiquement couplé à l'acquisition d'un scanner qui nous permet de faire des images volumiques et d'être beaucoup plus précis. Ça correspond en fait à l'état de l'art de la discipline. Et puis donc le PET-CT qui est une machine assez semblable physiquement, mais qui est différente dans les principes physiques que je ne vais pas vous détailler. Donc on voit cette fameuse scintigraphie au sucre dont je vous parlais. Comment on pointe comme ça? Ah ouais. Donc avec la distribution physiologique en fait du sucre, vous voyez que le cerveau mange beaucoup de sucre, les amygdales, le cœur bien sûr. Il y a une élimination urinaire qui par contre n'est pas dans le sucre non radiomarqué. On n'urine pas son sucre habituellement, mais le FDG oui. Et malheureusement, chez cette patiente, on voit donc des localisations très précises qui correspondent à des tumeurs, donc des adénopathies. Donc, pour illustrer en fait la distribution et la capacité à détecter des lésions sur le PET. Il y a également dans le bilan d'extension donc le scanner qui se fait en radiologie, avec une imagerie mais que vous connaissez certainement beaucoup mieux, avec un bilan standard thoraco-abdominopelvien, le plus souvent avec injection de produits contrastiodés
pour détecter également les lésions. Je pense que j'ai terminé, ouais. Voilà, donc toujours, donc vous voyez la complexité quand même de la prise en charge. Et tout ça doit être fait très rapidement. Et puis, on doit, non seulement l'examen doit être fait rapidement, mais en plus, les résultats doivent être obtenus rapidement, le plus rapidement possible pour pouvoir commencer les traitements. Alors, d'autres examens que l'on peut être amené à demander sont les évaluations génétiques. Notre généticien n'a pas pu être là. Alors ça, je ne sais pas comment ça va marcher. Je clique sur la petite chose là. Bonjour à tous. Étant à un autre congrès sur Lucerne. Avec vous, avec une nouvelle technologie. Le jeune bonhomme avec les cheveux blancs en haut à droite, c'est moi. Ma profession est d'être conseiller en génétique. Je conseille les patients sur les choix à faire en ce qui concerne des analyses génétiques. Mais je ne peux pas travailler seul. J'ai besoin d'être entouré, et cela est un des points forts du Centre du Sein du canton de Neuchâtel. En effet, nous nous réunissons tous ensemble les mardis pour la réunion que l'on nomme le Tumor Board, durant lequel tous vos professionnels du sein sont présents, à savoir les chirurgiens, les oncologues, les radiothérapeutes, nucléaristes, radiologues, infirmières et assistantes. Nous discutons à haute voix de la situation d'un patient et nous allons proposer ainsi de manière collégiale la meilleure recommandation de thérapie à proposer aux patients. Notamment, nous discutons ensemble des indications à réaliser ou non des tests génétiques aux patients, de faire une évaluation génétique. C'est pourquoi j'ajoute volontiers une équipe aussi, qui est celle du laboratoire d'analyse génétique de Lausanne, comme les techniciens et les biologistes, où encore une fois, les dossiers de tous les patients sont de nouveau discutés. Donc, merci à Christophe. Ouais, merci. Bonjour à tous. Je suis Christophe Cordier, conseiller en génétique au sein du Centre du Sein RHNE. Alors, ne me cherchez pas sur la liste. Un des avantages que présente le Centre du Sein RHNE, c'est qu'il est à la porte du patient. Se rendent en plein hiver avec 20 cm de neige, partent de la Chaux-de-Fonds pour aller à Lausanne, ne pas trouver de place de parking. Alors, nous avons ainsi décidé d'ouvrir des consultations à la fois sur la Chaux-de-Fonds les mardis et sur Neuchâtel les lundis et les vendredis. Je crois qu'il a encore quelque chose à nous dire. Un des avantages que présente le centre. Pour conclure, je vous ferai bien un cours magistral sur la génétique. Là, nous prendrons une bonne semaine. En effet, il faut savoir que nous possédons tous plus ou moins 22 000 gènes par cellule. Qui fait beaucoup. Mais je voudrais vous apporter deux petites précisions. Il ne faut pas oublier que c'est au patient de choisir s'il souhaite ou non procéder à des investigations génétiques. Que les gènes proposés à l'analyse sont tous discutés et abordés avec le patient. Et finalement, que le but de réaliser tel ou tel test est également discuté. N'oubliez pas que faire un test génétique, ce n'est pas anodin. Vous pouvez venir à cette consultation juste pour en discuter, seul ou accompagné. J'ai fini ma présentation, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle continuation à tous. Pour conclure, Non, j'ai replacé sur le même, c'est pas ça. Voilà. C'est un peu compliqué, mais bon, vous vous rendez aussi compte comme ça de la complexité de la prise en charge, hein, et tout ça, on doit faire le plus vite possible dans les meilleures conditions.
Alors maintenant, je vais passer la parole à la docteure Schwitter qui va vous présenter la partie traitement du cancer, en particulier la partie du traitement oncologique. Après, ce sera le tour du docteur Léger qui va parler du traitement chirurgical. Voilà, bonjour. Donc, je suis la docteure Schwitter, j'ai déjà été présentée, je suis oncologue et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la prise en charge du traitement oncologique sur le versant, en fait, prise en charge thérapeutique après un diagnostic qui a été confirmé. Donc, une fois qu'on a la certitude avec tous les examens qui ont été réalisés que le cancer est bien là, dans une localisation bien particulière, il peut être dans un côté du sein comme dans les deux côtés, il peut être localisé dans un seul endroit, il peut toucher les ganglions, il peut aller ailleurs à distance. Donc, on passe par une première réunion pluridisciplinaire où on parle du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique. Et la prise en charge va varier selon le stade de la maladie. Donc, ce que j'aimerais dire, juste qu'on entend tous parler des différents stades du cancer. Il peut aller du stade 1 à un stade 4, quelle que soit la pathologie oncologique en général de tumeurs solides. Le stade 1, c'est le stade le plus précoce. Le stade 4, c'est le stade métastatique. En général, ça se reconnaît dans toutes les tumeurs du sein. Ensuite, on va prendre en compte dans la réunion pluridisciplinaire quel traitement on va proposer. Est-ce qu'on doit commencer, on va donc certifier le stade de la tumeur. Est-ce qu'il est localisé ou est-ce qu'il n'est pas localisé? S'il est localisé, ils vont proposer un traitement particulier. S'il est métastatique, c'est-à-dire que les cellules du cancer du sein sont allées se localiser ailleurs, à ce moment-là, le traitement sera différent. Donc, on doit, par opposition, on oppose en fait le cancer du sein qui est localisé au sein et peut-être au ganglion à un cancer du sein qui est allé se localiser ailleurs, qui bénéficiera d'un autre traitement. On doit prendre en compte dans notre choix la vie du patient, quels sont ses antécédents, quelle est son histoire de vie, comment s'est découvert ce cancer, dans quel schéma de vie s'est découvert ce cancer, et le traitement va être différent d'une personne à une autre, donc il va être très spécifique. Voilà. Dès que le diagnostic donc il est posé, on va mettre en place un schéma de traitement qui va être très variable. On a toute une panoplie, donc on a tout un arc-en-ciel de prise en charge possible qui va aller de la chirurgie seule, dont mon collègue va vous parler tout à l'heure. La chimiothérapie, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on n'en a pas besoin? Est-ce qu'on a besoin de beaucoup? Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a 15 ans en arrière, on pensait que plus on tapait fort, plus on avait de bénéfices, plus la patiente allait vivre plus longtemps. Et puis maintenant, depuis ces 10 dernières années, on va plutôt vers on recentre en fait la thérapie d'une manière beaucoup plus spécifique qui permet parfois d'avoir des traitements de courte durée qui vont être certes forts à un certain moment donné, mais qui vont avoir le même bénéfice qu'un traitement qu'on donnait avant beaucoup plus longtemps et d'une manière beaucoup plus agressive. Donc la chimiothérapie est très variable. L'oncologue est là pour expliquer aux patients quel traitement on va faire, pourquoi on doit le faire, quel va être notre bénéfice. Ensuite, il y a la radiothérapie aussi, qui est une autre arme en fait qu'on peut utiliser. Elle peut être localisée sur le sein quand on l'a opéré. Elle peut être beaucoup plus localisée sur le sein et les ganglions. Elle peut être associée à la chirurgie ou bien venir après la chimiothérapie parce qu'on a besoin de chimiothérapie à un moment. C'est un traitement qui est localisé par opposition au traitement de chimiothérapie qui va être un traitement systémique, qui va passer partout dans le sang pour aller agir là où il y a des cellules tumorales. La radiothérapie peut être aussi utilisée malheureusement dans des situations métastatiques quand les cellules tumorales sont allées se localiser ailleurs, dans l'os par exemple. On a besoin parfois de rayons pendant un moment pour détruire les cellules tumorales qui sont allées se poser ailleurs que dans le sein en lui-même. Dans l'autre panoplie des traitements, on a l'hormonothérapie. L'hormonothérapie, c'est un traitement qui est en fait un traitement anti-hormonal. On sait qu'il y a certains types de tumeurs qui sont sensibles aux hormones, c'est-à-dire qui vont utiliser les œstrogènes, la progestérone et les androgènes, qui sont les 3 hormones en circulation dans le corps d'une femme ou d'un homme, qui peuvent être bloqués dans leur croissance en bloquant la fonction de ces hormones. Donc, on va donner des médicaments qui peuvent être utilisés soit en situation métastatique, quand il y a des cellules ailleurs qui sont parties pour ralentir l'évolution du cancer, ou qui vont être utilisés en adjuvant, c'est-à-dire après le traitement de la tumeur en elle-même, pour diminuer le risque de récidive de la maladie cancéreuse. Ça veut dire qu'avec ce traitement, on a prouvé, avec ces traitements, on va essayer soit de ralentir l'évolution quand il y a une maladie qui est partie ailleurs, soit d'éviter qu'elle ne revienne.
Depuis une dizaine d'années, on a l'arrivée aussi de l'immunothérapie. Je pense que tous les patients ou tous les gens qui ont entendu parler des traitements du cancer ont entendu parler de l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est un traitement qui a été donc confirmé dans un certain type de cancer du sein, pas dans tous les cancers du sein. Et son objectif, c'est de restimuler les cellules de notre organisme à se défendre contre les cellules tumorales. Ça veut dire qu'on va donner des anticorps qui vont restimuler nos globules blancs à reconnaître les cellules tumorales et à les détruire. Donc l'immunothérapie ne s'utilise pas dans tous les cancers du sein, mais il y a une certaine frange de cancers du sein qu'on appelle les triples négatifs, qui n'ont pas de sensibilité ni aux hormones ni à d'autres anticorps, à être traités par ce traitement-là, qui peut donner un bénéfice avec des réponses très longues, avec des guérisons après des traitements et dans des situations localisées ou métastatiques. Les traitements ciblés, c'est d'autres traitements aussi qu'on a depuis environ une dizaine d'années aussi, qui sont des traitements qui sont là pour bloquer la croissance des cellules en bloquant un certain récepteur dans la cellule tumorale. Donc, en général, vous comprendrez que les traitements, ils ne viennent pas seuls. Toute cette panoplie de thérapies, généralement, on utilisera un ou un autre traitement à des moments différents. Donc, ils peuvent être soit utilisés d'une manière successive, les uns après les autres, soit être utilisés soit d'une manière, comme on appelle, néoadjuvante, c'est-à-dire avant d'opérer le cancer du sein. Parfois, le cancer du sein est tellement agressif qu'on doit commencer par une thérapie générale avant d'attaquer la tumeur localement, parce qu'on sait qu'il y a des cellules qui peuvent aller ailleurs, se localiser ailleurs et avoir un effet néfaste sur la suite de la vie de la personne. Et ils peuvent être généralement, donc ils peuvent être soit successifs, soit concomitants. On peut associer la chimiothérapie et l'immunothérapie dans certains cancers. On peut associer l'hormonothérapie après une chimiothérapie, après que la personne ait eu sa radiothérapie, après un cancer une opération d'un cancer du sein. Ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que tous les traitements qu'on a actuellement sont des traitements qui sont évolutifs. Le cancer en lui-même, c'est une maladie grave. Et l'évolution de la science, elle est très, très, très régulière. Donc, on a la chance aussi, dans un centre, de pouvoir... On est censé et on est obligé de rester à jour par rapport à toutes les thérapies qui existent dans le monde pour essayer aussi de faire bénéficier nos patientes des meilleurs traitements et des nouveaux traitements qui sont arrivés. Ce qui est donc important, c'est qu'on puisse avoir des relations régulières avec les hôpitaux universitaires pour permettre d'être au courant de ce qui se passe, parce que malheureusement, les hôpitaux universitaires, ils sont un peu plus choyés dans tout ce qui est l'avancée thérapeutique parce qu'ils ont plus de patientes. Mais chez nous, on arrive aussi à faire des études cliniques et on participe à de la recherche clinique pour permettre l'évolution de la science et l'évolution de la prise en charge des patientes et des patients qui sont atteints d'un cancer du sein. Et puis, je mettrai aussi en avant que la durée des traitements va être plus ou moins longue. Et c'est vrai qu'il y aura une patiente qui va avoir 3 mois de traitement, une autre patiente qui va avoir 1 année de traitement pour un cancer qui pourrait être localisés, mais on a l'impression que c'est le même, et en fait, ils sont très différents. Donc, c'est important de pouvoir discuter avec la personne qui prend en charge, donc l'oncologue ou le médecin gynécologue qui suit le patient pour savoir exactement pourquoi on a un traitement qui va durer plus longtemps chez quelqu'un par rapport à un autre, parce que ça peut poser parfois les gens se posent des questions et les patientes se posent des questions. Donc, en réunion pluridisciplinaire, une fois que le diagnostic est posé, si on décide de faire un traitement, par exemple néoadjuvant, le gynécologue va expliquer, le sénologue va expliquer au patient pourquoi on fait ça. Puis ensuite, le patient vient chez nous et puis on va le voir pour expliquer quels sont les traitements qu'on va mettre en place, comment on va mettre cette thérapie en place pour arriver par la suite à la prise en charge de la tumeur primaire. Donc ça, on a juste mis les études qui se font chez nous. Ce n'est pas des études que l'on fait que dans RHNE, c'est des études qui vont se faire en relation avec l'Europe ou qui vont se faire en relation avec la SAKK, qui est la Société faîtière du développement de la recherche clinique, qu'elle soit pour le cancer du sein ou pour une autre pathologie, en Suisse. Donc, on a le moyen de participer à certaines études qui vont servir à nos patientes pour le développement des thérapies nouvelles et pour l'amélioration de la prise en charge des patientes. Le but du traitement qu'on va mettre en place, il a l'objectif quand même d'être supportable, et c'est pour ça que je dis avant, on faisait des traitements très lourds pour peut-être avoir un bénéfice identique aux traitements qu'on donne maintenant, qui sont quand même grévés d'effets toxiques. Et puis, il a quand même pour objectif soit d'arriver à la rémission complète, donc l'objectif c'est de guérir de cette maladie, de ne plus en entendre parler, ou bien mettre en rémission la tumeur, c'est-à-dire la patiente, c'est-à-dire éviter que la maladie ne progresse, la faire reculer, peut-être la faire disparaître pendant un moment,
grâce au traitement qu'on met en place pendant une certaine période. Et ça, c'est dans les situations métastatiques, on va avoir l'objectif d'une rémission partielle ou d'une rémission complète. Et dans l'autre thérapie où on fait un traitement adjuvant pour éviter que le cancer ne revienne, l'objectif, c'est qu'il ne pointe plus le bout de son nez et qu'on n'en entende plus parler pour le reste de la vie. Malheureusement, il y a quand même des effets secondaires par lesquels les patients vont passer. Ces effets secondaires, avec l'arrivée des différents traitements et des nouvelles thérapies, ils sont quand même plus fréquents, mais grâce à une activité pluridisciplinaire, on arrive quand même à mieux les gérer. On a des canaux de réflexion qui sont quand même beaucoup plus aguerris, et donc on arrive à traiter les effets secondaires de mieux en mieux. Malheureusement, il reste des périodes où il y a des séquelles. Il y a quand même des thérapies où on sait qu'il y aura des effets secondaires pendant une période post-thérapeutique, et puis il restera des effets secondaires qu'on apprend de mieux en mieux à gérer avec des prises en charge qui sont beaucoup plus structurées grâce à la présence en fait d'une hyper-spécialisation dans un endroit. Donc l'objectif, c'est aussi de permettre aux patientes qui ont été traitées d'avoir une vie la plus correcte possible, je dirais pas comme avant, mais la plus correcte possible après les traitements. Et on est en train de mettre en place des moyens pour assurer aussi la prise en charge des séquelles post-thérapeutiques, qu'elles soient post-chirurgicales, post-chimiothérapie, post-radiothérapie, pour permettre aux patients de pouvoir se réinsérer, aux patientes de pouvoir se réinsérer dans la vie active le mieux possible. Et puis je crois que je laisse la place à mon collègue chirurgien pour la suite de la prise en charge. Et puis, je vous laisse poser vos questions à la fin, parce que c'est vrai que si on doit parler de toutes les thérapies, on va passer 4 jours au minimum. Merci. Bonsoir à tous. Parler de la chirurgie, il y a beaucoup de choses à dire. L'idée, c'est de parler un petit peu qu'est-ce qu'apporte un centre pluridisciplinaire à la chirurgie. Il y a eu des fortes évolutions au cours des années de la chirurgie. Au début, le chirurgien était tout seul, il faisait des grosses opérations. Puis à l'heure actuelle, on a énormément évolué et on peut faire des opérations très conservatrices, vous permettant de garder le sein, avec des techniques qui se sont nettement améliorées au cours des années, mais grâce à une collaboration avec tous nos collègues. Là, on voit un petit peu le rôle du chirurgien avec la patiente au moment où on discute l'opération, avec justement une collaboration avec tous nos collègues qui discutent ce soir avec nous. Je suis dans le mauvais sens. Il y a une phase où on planifie l'opération, on discute avec la patiente un petit peu qu'est-ce qu'on va faire comme prise en charge. On a parlé de la consultation d'annonce, un petit peu aussi à ce moment-là, on va parler du type de traitement qu'on peut proposer en fonction de la taille de la tumeur, des localisations, en fonction de la génétique, en fonction aussi du souhait de la patiente, et puis des différents traitements qui devront être mis en place. Quand on parle de chirurgie conservatrice, il y a beaucoup de choses qui vont être faites pour ça. Et si on parle de cancer invasif, il y a aussi pour la chirurgie le besoin de contrôler un petit peu l'étendue du cancer. Et puis, il y a toujours aussi un contrôle au niveau axillaire. On recherche les ganglions sentinelles. Donc, si vous voulez, quand il y a un cancer du sein, on s'assure toujours qu'au niveau des ganglions du bras, il y ait une atteinte ou pas, ce qui nous permet de pouvoir décider un petit peu les traitements. Et là, on a besoin de nos collègues nucléaristes qui vont pouvoir injecter des produits, des traceurs au niveau du sein, qui vont s'accumuler au niveau des premiers ganglions de la chaîne du bras. Et grâce à ça, on peut le repérer. On voit ici l'image. Je crois que ici, là, hop. On voit ici un ganglion qui s'allume. Et puis, grâce à cette détection, nous, on va pouvoir effectuer une chirurgie ciblée sur ce ganglion. On voit ici, on voit les images, le repérage. On voit ici toute l'imagerie qui nous permet de le retrouver. Et après, nous, au bloc opératoire, avec des petites incisions et un appareil, un détecteur Gégère, si on veut, va nous permettre de retrouver spécifiquement ce ganglion tout en conservant les autres ganglions, et ça évite les chirurgies délabrantes pour ça. Par rapport aux chirurgies conservatrices du sein, il y a des tumeurs qui sont palpables, d'autres qui sont non palpables. Les tumeurs non palpables, nous, comme chirurgiens, on a de la peine parce qu'on ne peut pas les toucher, on ne peut pas se guider avec nos mains chirurgicalement, et là, on a besoin de nos collègues radiologues. Les radiologues, en fait, ils vont voir les lésions et permettre de les repérer. Ici, donc, on voit des mammographies. Et puis, on peut, grâce à des petits guides métalliques, aller repérer les lésions du sein. On voit là le guide.
Et puis nous, ce fil d'Ariane, il va nous guider pendant la chirurgie. Ça, c'est un petit exemple d'une situation un petit peu plus réelle. Donc, c'est ici une chirurgie. On a fait une double tumorectomie. Il y avait 2 lésions dans le sein. Grâce à des petits fils d'Ariane, on voit ici le fil qui est là, on a pu repérer ces lésions, on les met sur une plaque. Et puis, une fois qu'on a enlevé la lésion, comme ce n'est pas palpable, la question c'est est-ce qu'on a assez enlevé, est-ce qu'il faut enlever plus, est-ce qu'on est assez juste? Pour éviter de devoir réopérer, on fait à ce moment-là des imageries de ce qu'on a enlevé qui nous permettent de voir ici la lésion qui a pu être retirée. Et puis là, on voit le guide métallique qui est en place. Là, on voit un petit clip, c'est ce qu'on peut mettre au début quand on fait les biopsies pour le diagnostic de la tumeur et qui cible la tumeur. Et puis, on voit là qu'on a un clip qui est en place, on a le repérage qui est en place et puis on a des marges qui sont satisfaisantes. Donc, pour nous, on a un premier contrôle qui est en ordre par rapport à la chirurgie conservatrice. Après, ces tissus vont être analysés en pathologie. Et là, c'est notre interaction, c'est avec nos collègues pathologues. Le but, c'est d'être sûr d'avoir tout enlevé. Opérer un cancer du sein, faire une chirurgie, si on laisse du cancer, ça ne sert à rien. Et puis, pour cette assurance, eux, ils vont contrôler la tumeur, ils vont couper des petites tranches, faire des lames comme on a vu au début. Et puis, en cas de contact de la tumeur avec une marge, un bord de ce qu'on a retiré, grâce à tous ces repérages et ça, on peut savoir très précisément, là on voit en rouge, une zone où il reste un petit peu de tumeur. Et nous, ça nous permet de pouvoir réopérer de façon très sélective par rapport à ça. Par rapport aux techniques de chirurgie conservatrice, il y a eu des fortes évolutions. Il y a eu beaucoup de contacts entre sténologues et plasticiens, puis il est apparu l'oncoplastie. L'oncoplastie, c'est des techniques de chirurgie plastique pour les cancers du sein afin de pouvoir faire des traitements qui conservent le sein. Alors là, c'est un petit aperçu, il y en a d'autres, mais c'est toutes les techniques possibles de base en fonction des localisations des tumeurs pour permettre de conserver le sein. Après, il y a une interaction chirurgien-plasticien. C'est une interaction qui est importante, surtout quand on fait des chirurgies plus radicales où on doit enlever le sein, parce qu'il y a la question de reconstruction. Il y a toujours la question, on doit reconstruire un sein, est-ce qu'on le fait tout de suite, est-ce qu'on le fait plus tard? Et puis, ça, c'est une discussion qu'il faut avoir, et puis ça va dépendre du type de cancer, de l'atteinte, est-ce qu'il y a des lésions à distance ou pas? Et puis, on peut voir qu'il y a certains avantages à une reconstruction immédiate, c'est le résultat esthétique. Il n'y a pas de mise à plat au niveau thoracique, on ne perd pas son sein concrètement, il reste un sein après coup. Il y a un bénéfice psychologique à ça, ça diminue les opérations, on n'a pas de reconstruction par la suite. Et puis, le tissu est non irradié, donc c'est plus facile de reconstruire. Une reconstruction différée, ce n'est pas un souci non plus, ce n'est pas une perte. Ça permet d'avoir un recul par rapport à la maladie, ça permet de passer l'étape du cancer. On se reconstruit après avoir traité le cancer, mais ça nécessite des délais. Après un traitement, il faut compter à peu près 6 mois, 1 année pour pouvoir reconstruire. Là, c'est un petit peu un exemple de qu'est-ce qu'on arrive à faire. Pourquoi un centre certifié avec un gros plateau technique est utile pour la chirurgie? Là, c'est une situation, si vous voulez, c'est une patiente qui avait un cancer du sein à gauche. Elle a eu une mastectomie. On voit encore une petite cicatrice ici. Et puis, elle a pu être reconstruite à l'aide d'un DIEP. Un DIEP, en fait, c'est quand on prélève la peau du ventre, on conserve la vascularisation et tout ça est prélevé et on le greffe à la place du sein et on fait une anastomose vasculaire. Donc, c'est une chirurgie qui est très complexe, qui se fait par microscope où on va suturer les petits vaisseaux qui durent assez longtemps. Ça prend à peu près entre 6 et 8 heures pour le faire, mais qui permet de reconstruire un sein avec ses propres tissus. Donc, c'est ce que cette patiente a pu avoir avec un résultat esthétique qui je trouve très satisfaisant. De l'autre côté, comme elle avait des seins volumineux, le sein a été réduit pour avoir une bonne symétrie. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un test génétique
et qui était positive pour une mutation génétique. Il a été discuté à cette patiente de faire une chirurgie préventive du côté droit. Et là, on a pu faire une chirurgie, ce qu'on appelle une mastectomie sous-cutanée, où on a enlevé toute la glande mammaire par une petite incision, tout en conservant la peau et l'aréole, avec une reconstruction immédiate par prothèse. Alors ça, c'est le résultat post-opératoire. On voit que c'est un tout petit peu bleu parce qu'on enlève toute la structure sous la peau, donc la prothèse est un peu transparente. Et puis, à plus long terme, on voit, hop, je suis dans le mauvais sens, j'arriverai pas. Ici, on voit une peau qui est tout à fait satisfaisante. On voit la cicatrice de l'ancienne opération. Et puis, on voit ici, au niveau de la première intervention, donc le DIEP, le résultat. Ça, c'était une photo, j'ai malheureusement pas eu de photo post-opératoire, mais ça, c'est une photo où on a comblé un tout petit peu les petits défauts esthétiques qu'on trouvait. Ça veut dire que si on regarde un petit peu plus précisément, ici, on voit un tout petit creux. Et puis, on peut faire, en plus, du lipofilling, où on va prendre un petit peu de graisse au niveau du ventre ou des jambes, qu'on réinjecte à la place du sein pour combler les petites déformations. Donc tout ça, j'ai mis des chirurgies complexes qui nécessitent une très forte expertise. On a de la chance, on a des plasticiens avec nous qui sont très spécialisés dans ces techniques. Et puis il faut un plateau technique important, il faut des blocs opératoires, il faut des microscopes performants. Il y a toute une infrastructure qui est importante par rapport à tout ça. Maintenant, j'accueille une de nos infirmières référentes, Alexia Bixel, qui va vous parler de la prise en charge infirmière pour le centre du sein. Bonsoir à tous. Donc, moi, je vais vous présenter plutôt le rôle infirmier au niveau du centre du sein. Donc, notre mission en tant qu'infirmière, c'est vraiment de soutenir, d'informer et d'accompagner les patients durant tout leur parcours de soins. On vient de voir que toute la prise en charge est très, très compliquée, très complexe. Donc, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner et puis un peu de les soutenir et de leur expliquer un peu plus simplement comment ça va se dérouler pour elles. Donc, nous, on a plutôt le rôle de personne ressource. On intervient à plusieurs étapes clés de la prise en charge et puis on est très accessible durant leur prise en charge. Elles peuvent nous téléphoner si elles ont des inquiétudes, des questions, on y répond volontiers. Ouais. Donc nous sommes présentes à l'annonce de diagnostic avec le médecin. Donc on est en binôme avec et puis le médecin il va présenter plutôt ce qu'est l'aspect caractéristique de la tumeur et plan de traitement. Ensuite, on voit les patientes en première consultation infirmière. Donc là, on débriefe un petit peu tout ce qui a été discuté lors de l'annonce diagnostique avec la patiente. Ensuite, on participe au tumor board préopératoire. On voit les patientes pendant la chirurgie. Pendant leur hospitalisation, on va les voir tous les jours. Ensuite, on est présente aussi au tumor board post-opératoire. On suit les patientes pour leur pansement et puis pour l'annonce des résultats des analyses chirurgicales, donc vraiment lors du traitement définitif. Et puis, on les revoit à 4 mois et à 1 année en consultation infirmière. Je change ma petite feuille. Donc, nos consultations, elles s'appuient sur une théorie de soins infirmière, c'est le paradigme humain devenant. Donc cette théorie, elle place vraiment l'individu comme étant un être indivisible, imprévisible et toujours changeant. L'idée, c'est que ce qui est important pour une personne aujourd'hui sera vraiment, probablement et sûrement différent le jour d'après. Donc nous, en tant qu'infirmières, on part vraiment de la question de qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour vous et puis on ouvre un entretien en lien avec ça. C'est vraiment un entretien ouvert autour d'une table ronde où on accueille la patiente et de manière générale leurs proches. Ça, on y tient, ça, c'est important. Ah merde, mince. Là, je vous ai mis quelques petits schémas qu'on utilise avec les patientes.
Donc, le premier, c'est vraiment l'anatomie du sein. On va reprendre avec elle l'anatomie, rediscuter vraiment où se situe la lésion, quelles sont les caractéristiques de la tumeur qui ont été discutées avec le médecin, et puis leur expliquer, reprendre vraiment tous les termes médicaux, techniques qui ont été présentés à l'annonce, qui sont souvent très complexes. Et puis, on reprend chaque étape du plan de traitement avec nos patients et leurs proches de manière très schématique pour que ce soit plus accessible et plus compréhensible pour chacun. La consultation infirmière, elle fait ressortir beaucoup d'émotions, beaucoup d'inquiétudes, de préoccupations, parce que le cancer du sein va bouleverser la vie de la patiente, va bouleverser un équilibre familial, professionnel. Et puis, nous, on insiste pour pouvoir détecter assez rapidement des signes de détresse psychologique qui peuvent nécessiter et qui doivent nécessiter d'une prise en charge plus spécialisée par exemple par notre psycho-oncologue. Donc pour ça, on utilise un outil de dépistage de la détresse. Là, je vous ai mis le schéma en gros par rapport à notre questionnaire, à notre évaluation qu'on va faire. Il y a une première partie qui va plutôt cibler l'environnement social, l'environnement professionnel de la personne. S'il y a des problématiques, des préoccupations qui apparaissent, on va orienter le patient vers des intervenants plus spécialisés, comme une assistante sociale, des services plutôt spirituels, psychologues spécialisés, etc. Ensuite, il y a un deuxième bloc qui est plutôt ciblé sur l'anxiété, l'angoisse de la personne. Là, on va plutôt demander à la personne d'évaluer sur un thermomètre de 0 à 10 comment elle situe son angoisse, son anxiété. Et en fonction de ça, on va l'adresser à notre psycho-oncologue. Et la dernière partie, c'est plus un aspect au niveau des symptômes physiques, s'il y a des douleurs, s'il y a des angoisses, s'il y a des troubles du sommeil, etc. On va plutôt l'orienter vers le corps médical. Ensuite, on va suivre les patients dans le service de chirurgie où elles sont hospitalisées. On va les voir tous les jours en visite médicale. Et puis, on va surtout accompagner les patientes qui ont... alors, toutes les patientes, on va les voir. Mais les patientes qui ont eu une mastectomie, on va faire avec elles le premier pansement. Et puis, surtout pour un soutien émotionnel, ça peut être traumatisant. Et puis... d'adapter avec elles ensuite la prothèse et les soutiens-gorge pour leur sortie. Et puis, on va les revoir en consultation à 4 mois et à 1 année. Ça, c'est des consultations qu'on a de fixe, mais on peut toujours en rajouter en fonction du besoin de chacun et faire des consultations téléphoniques, c'est égal. Mais les 4 mois et 1 année, on les revoit pour discuter du parcours, où elles en sont, comment elles ont vécu leur maladie, comment elles ont vécu leur parcours du traitement. On va discuter des suites opératoires, au niveau de la cicatrice, comment elles se sentent, est-ce qu'elles ont des douleurs, au niveau de la mobilisation du bras, si elles se mobilisent bien, si elles ont des difficultés, s'il faut plutôt qu'on les réoriente vers les physiothérapeutes, les traitements adjuvants, où elles en sont. On va reprendre à ce moment-là à l'échelle de la détresse, voir si des préoccupations, des soucis ont pu être réglés, s'il faut les adresser à nouveau ailleurs pour d'autres problématiques. On va discuter de l'image corporelle, de l'entourage avec la famille au niveau du travail et puis de l'avenir, des besoins plus spécifiques qu'elles peuvent avoir et des aides qu'on pourrait leur proposer. Et puis, on collabore évidemment avec toute l'équipe pluridisciplinaire que vous venez de voir, donc tous les médecins, la secrétaire, les data managers, les généticiens, etc. On collabore aussi avec tous les services d'hospitalisation, que ce soit les infirmières de chirurgie, les infirmières de gynécologie, les infirmières d'oncologie. On collabore également avec les physiothérapeutes qui vont voir, on a des physiothérapeutes spécialisés qui vont voir toutes nos patientes après leur intervention, les assistantes sociales et notre psycho-oncologue.
On collabore aussi avec tout le réseau externe, donc que ce soit la Ligue neuchâteloise contre le cancer qui est présente ce soir, différentes associations, AVAC, l'association des coussins cœur qui nous offre des beaux coussins à offrir à chacune de nos patientes après leur hospitalisation, notre sexologue. Et puis, on collabore avec la gestion du flux des patients et évidemment avec les patients et leurs proches. Et le Centre du Sein, pour conclure, j'avais fait... C'est besoin d'aide. Le Centre du Sein, c'est le travail de toute une équipe qui est au service du patient. Notre objectif, c'est vraiment d'offrir à chacun une prise en charge très personnalisée. Et oh mince, je voulais revenir là-dessus. Ben voilà, le Centre du Sein, le cancer du sein, c'est vraiment une saleté de maladie, mais voilà, on est là pour vous et pour vous soutenir. Voilà, c'était un petit peu long, mais je pense que vous avez compris la complexité de l'organisation d'un centre du sein et surtout, j'espère que vous avez compris la nécessité et les avantages d'être traité dans un centre de scénologie certifié. On va passer aux questions. D'abord dans la salle, je pense. Est-ce que quelqu'un... Oui. Madame Kaufmann, c'est la directrice de la Ligue contre le cancer neuchâteloise. Moi, j'ai une question, Madame Chevènement, par rapport à l'aspect temporel. Vous avez vraiment insisté en disant que c'est vraiment important de prendre en charge très rapidement les patients. Ça avait un facteur pronostic favorable. Moi, je travaille à la Ligue et j'entends très souvent que les femmes sont bousculées. Oui. Et je ne sais pas si elles ont conscience de l'importance justement de cet aspect temporel. Parce qu'elles disent, mais on ne nous laisse même pas le temps de réfléchir, on doit se décider tout de suite. Alors j'entends bien, hein, c'est sûr qu'elles sont bousculées. Mais c'est une question de survie. Donc c'est pour ça aussi que la communication est importante. Et là, je pense que le rôle de nos infirmières est clé. Parce qu'elles sont là pour expliquer le pourquoi du comment. L'infirmière référente en scénologie, elle est indispensable. Hein, c'est vraiment, elle a un rôle. Et je crois que c'est là qu'elle intervient. Parce que, je veux dire, c'est essentiel d'aller vite. Après, il faut que la patiente le comprenne. Et quand le dialogue est là et quand la patiente le comprend, elle admet d'être bousculée quand c'est pour survivre. Oui. On prend un certain délai pour ce qui se passe, etc. Ça aura plus un effet néfaste qu'un effet positif. Et qu'on va vous expliquer ce qui se passe par rapport à la thérapie qu'on va mettre en place, je pense que ça déstabilise encore plus. Donc c'est vrai que les patientes, elles ont l'impression qu'elles sont prises dans un couloir de prise en charge très rapide, mais en fin de compte, on est là aussi pour les suivre pendant toute la période de thérapie qui fait que les choses vont s'éluder petit à petit. Et on dit bien à la patiente en première consultation, il y a énormément d'informations qui viennent. Il faut prendre un temps de réflexion. Le téléphone, il ne faut pas hésiter à utiliser le téléphone, ne pas attendre le prochain rendez-vous. Et puis en général, ça se passe très bien par la suite. D'autres questions? Des témoignages peut-être? Avec plaisir. Merci. 2019. Et puis justement, ça me fait réagir le fait que certaines patientes trouvent que ça va trop vite. Moi, bien au contraire, mon médecin m'a annoncé à 10h du matin que j'avais un cancer du sein. Je vous ai rencontré, Madame Chevènement, à 16h30 le même jour. Le lundi, je commençais les premiers examens. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le lundi suivant, la chimio une semaine après. Et ça, tout s'est enchaîné très, très vite. Et j'étais enchantée. Mais alors vraiment, du début à la fin, c'est nickel. Mais vraiment. Merci, madame. Dans ce sens-là, parce que vraiment, faut le dire aussi. Je veux dire, et moi, ça m'a rassurée d'être prise en charge comme ça. Tout le monde a été formidable. Ça a été vraiment, du début à la fin,
je ne vais pas dire un plaisir, mais presque. Bien sûr. Nous, on est heureux de vous voir comme ça aujourd'hui, madame. Des questions? Des questions sur Facebook? Il n'y a personne qui... On nous avait dit qu'il ne fallait pas que la présentation soit trop longue. Elle était un peu longue, mais c'était difficile d'expliquer le fonctionnement du centre sans que chacun montre un peu la partie et surtout la globalité. Moi, je suis très fière du centre qu'on a. On a eu beaucoup de peine à le mettre sur pied. L'historique on a eu beaucoup de difficultés. Le politique, c'est le politique qui nous a aidés. Et puis on leur jette souvent la pierre. Hein. Mais la conseillère d'État de l'époque, qui était Madame Gisèle Horry, et je crois que je tiens vraiment à la remercier aujourd'hui. Sans elle, je suis pas sûre qu'il y ait un centre du sein dans le canton de Neuchâtel. Et elle a été beaucoup décriée, cette dame. Mais ceux qui me connaissent savent que je dis la vérité. D'autres questions? Puisque moi, ça m'a beaucoup touché que Madame Charmé nous parle de son histoire familiale. Donc, moi, je voudrais juste dire, moi, la personne qui était ma mère est morte d'un cancer du sein qui a été diagnostiqué en phase métastatique et qui était un cancer du sein de très bon pronostic. Mais à l'époque, c'était une personne âgée, elle avait peur, elle n'avait pas montré. Et puis elle a encore vécu pendant un moment, mais elle est décédée en 1992, donc ça fait 30 ans. Et ce cancer aurait été traité aujourd'hui et guéri. Donc vraiment, je crois que les progrès qui ont été faits sont exceptionnels. Et puis tout ça, c'est au service des patientes, évidemment. S'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas de questions sur Facebook, je pense qu'on va clore. Madame Charmé, vous voulez rajouter quelque chose? Du coup, je compte beaucoup sur vous. Merci. Moi, j'ai la relève qui est là. Hein, et ça aussi, c'est important. Est-ce que quelqu'un de l'équipe veut dire quelque chose? Docteur Schwitter? J'aimerais juste remercier en fait les patients pour la confiance, les familles en fait qui nous entourent. Je remercie aussi les différents collègues parce que sans l'équipe qu'on a formée en quelques années, je pense qu'on ne pourrait pas arriver à être aussi tranquille en prenant en charge des patients qui soient avec une maladie localisée ou une maladie métastatique. Qu'on parle du centre du sein, mais voilà, le cancer, c'est quelque chose de très fréquent dans la population. On vit avec plus longtemps qu'avant. Donc, je pense que c'est aussi un hommage à donner à tous les patients qui sont traités pour un cancer et a fortiori les personnes qui sont suivies dans le centre du sein. Et je pense que la science va évoluer encore et qu'on arrivera encore à faire mieux dans les années qui viennent. Moi, la RTN nous a interviewés hier. Moi, j'ai eu une semaine un peu difficile, donc j'ai perdu un peu la notion du temps. Mais hier matin, on était à 6h15 avec Alexis à RTN. Et ce que j'ai dit, et c'était important, et moi, j'ai appris ça de mon maître en scénologie. Moi, j'ai fait ma formation de scénologie en Espagne, à Barcelone. Et le directeur du master de scénologie de Barcelone de l'époque, c'était un monsieur qui est un pionnier, qui était un des fondateurs de la Société internationale de scénologie. Il y a eu trois grands scénologues qui ont fondé la Société internationale de scénologie. Il y avait un Français, Charles Gros, et puis Veronesi, le professeur Veronesi à Milan, et Michael Prats, qui est de Barcelone. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir l'enseignement du professeur Prats. Et il disait un jour, le cancer du sein sera une maladie chronique et on ne mourra plus du cancer du sein. Alors, on n'y est pas encore, mais j'espère qu'un jour, on y sera. Voilà. Oui, madame. Oui. Alors, ça, c'est le dépistage, c'est un monde. Hein. On va poser la question à l'expert.
Bon, justement, il y a les collègues du dépistage qui sont là. Pour le dépistage, en fait, il y avait une confusion longtemps parce que le dépistage s'arrêtait à 70 ans et on entendait souvent des patientes qui me disaient « Bah oui, mais je peux plus avoir de cancer du sein ». Parce qu'il n'y a plus de dépistage après 70 ans. Donc heureusement, ça a été corrigé. Maintenant, le dépistage, ça commence à 50 ans. C'est jusqu'à, vous allez recevoir des invitations jusqu'à 74 ans. Mais on peut tout à fait continuer le dépistage au-delà. On ne reçoit plus l'invitation, mais on peut faire la démarche de continuer le dépistage parce que le risque de cancer du sein, il persiste toute la vie. Et ça, c'est important. Et c'est vrai qu'avant, il y avait une confusion. Donc le dépistage, il faut le commencer à 50 ans. Ça va être des mammographies tous les 2 ans. Et puis, on reçoit une invitation jusqu'à 74 ans, mais on peut tout à fait continuer. Et puis, c'est vraiment recommandé de faire le dépistage au-delà de 74 ans. Le risque de cancer du sein, il persiste vraiment toute la vie. Non, mais c'est à discuter avec votre gynécologue, de dire, bah, moi, je veux continuer de faire le... Ouais, mais il faut, ouais. Parce que c'est vraiment, bon, on a fait beaucoup de progrès, il y en a encore pas mal à faire. Ça, c'est peut-être une zone où il faut vraiment qu'on soit meilleur. C'est les cancers qui sont chez des femmes qui sont un petit peu, qui n'ont pas de suivi, soit elles ne voient pas de gynécologue et où elles ne font pas de mammographie. Et alors qu'il y a toujours un risque de cancer du sein, je dirais même juste une palpation mammaire, bah, ça reste quand même quelque chose de rentable. Un médecin traitant, un médecin doit faire une palpation mammaire. On a parlé, c'est un cancer qui est extrêmement fréquent. Et donc, on a beaucoup de femmes qui sont complètement en dehors des radars. On n'a pas parlé des femmes jeunes qui sont en dehors des radars parce qu'elles sont trop jeunes, mais je trouve que là, vraiment, on doit s'améliorer. C'est chez les seniors parce que, justement, il y avait cette confusion et beaucoup de femmes qui arrêtaient de faire leur suivi à partir de 70 ans parce qu'elles recevaient plus il n'y avait plus le dépistage. Donc ça a été corrigé. On a fait des efforts là-dessus. Il n'y a plus de limite d'âge. On peut continuer le dépistage toute sa vie. C'est recommandé parce que le risque de cancer, il persiste toute la vie. Donc, faut encore faire passer le message. Les gynécologues prennent l'habitude. Donc, c'est à discuter avec votre gynécologue et dire, moi, je veux continuer. Et après, c'est à vous de faire la démarche, mais vous pouvez avoir une mammographie tous les 2 ans dans le cadre du dépistage. Je vous en prie. Le défi de l'avenir, c'est le dépistage entre 40 et 50 ans. Hein. Oui ? Vous pouvez parler dans le micro, madame. Pardon. Voilà, merci. Je vais d'abord remercier toute l'équipe et j'étais très contente de participer ce soir parce que j'ai eu la chance de bénéficier en 2015 des services du centre du sein. Et j'ai appris ce soir seulement en fait que vous étiez en phase, débutante. Et je pense que l'évolution est super maintenant, mais à l'époque déjà, cette coordination a été ressentie, elle a été très appréciée, en tout cas pour ce qui me concerne. Et je voudrais pas plomber maintenant l'atmosphère ce soir, je pense que c'était bien, mais la question qui m'interpelle et qui vient de m'être suggérée par rapport à ce que vous disiez au niveau de votre formation, c'est en cas de récidive, comment est-ce que la patiente, comment le problème est abordé? Est-ce qu'on fait un lien avec ce qui s'est passé avant? Est-ce qu'on est traité de la même manière, comme un cas nouveau? Et si on change de canton, comment ça se passe par rapport aux antécédents? L'oncologue va vous répondre. Je pense que c'est la mieux placée pour eux. Donc la situation, en fait, les patients qui sont traités chez nous dans le centre du sein, puis par exemple, on a une maladie qui récidive à un moment donné, selon le nombre d'années, on va reprendre la situation depuis le début, donc on va prendre en compte tout ce qui s'est passé avant. On va généralement la représenter aussi en colloque multidisciplinaire. On a aussi des collègues, on discute entre nous de la situation antérieure, les thérapies, parce qu'on doit prendre en compte toutes les thérapies qui ont été faites. Après, on va essayer de savoir si c'est le même cancer qui est revenu ailleurs, par exemple, si c'est une récidive dans le sein qui a été opéré, si c'est une récidive dans une autre localisation, les traitements vont être différents. Après, les patients, bien sûr, ont le droit d'aller se faire traiter dans un autre canton. Le dossier est remis complet. Maintenant, on a le dossier informatisé, mais pour l'instant, il est intracantonal. Il ne va pas lier 2 cantons entre eux, mais ça permet aussi de transmettre toutes les informations. Donc, on est tenu de vous donner toutes les informations du premier traitement
On prend en charge la discussion multidisciplinaire de la même manière. Donc, quel est le traitement le meilleur à proposer à ce moment-là? Et puis, on va faire exactement la même chose, mais en prenant en compte tout ce qui s'est passé avant, la situation clinique du moment, et puis les thérapies qu'on aurait en notre possession pour prendre en charge, en prenant en compte tout ce qui s'est fait avant pour permettre la meilleure prise en charge. Ça vous va? Oui. Allô. Et merci pour la présentation. Puisqu'on parlait tout à l'heure des dépistages, je pense que le but du dépistage, c'est pouvoir identifier les stades les plus précoces possibles. Est-ce que vous, dans votre expérience, vous voyez une différence dans les stades des maladies des femmes qui viennent chez vous à travers le dépistage par rapport aux autres femmes qui viennent en dehors du dépistage? Bien sûr. J'avais une deuxième question, c'est quelle est la place de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans la prise en charge du cancer du sein? Alors, je vais répondre à la première partie de votre question. Effectivement, les stades du dépistage sont des stages plus précoces. Et le défi, c'est de dépister parce que les cancers qu'on voit chez les femmes entre 40 et 50 ans, on les diagnostique à des stades plus avancés. Le défi, c'est le dépistage entre 40 et 50 ans maintenant. Et puis pour l'intelligence artificielle, je vais laisser mon collègue parler qui est plus à la page que moi. Ouais, pour l'intelligence artificielle, c'est plutôt une bonne chose. Nous, en tant que radiologue, souvent on nous dit vous n'avez pas peur de l'intelligence artificielle? Alors absolument pas. On attend avec impatience de plus en plus d'aide de l'intelligence artificielle. En pratique, pour le moment, ça nous aide pour évaluer la densité des seins. Ça, on a déjà des algorithmes depuis longtemps et qui commencent vraiment à être efficaces. Parce que vous avez vu, la densité des seins a un impact sur justement notre qualité de diagnostic. Plus un sein va être dense, plus on peut avoir du mal à diagnostiquer. Donc déjà, on arrive à avoir une meilleure classification. Et puis notamment dans le dépistage, les femmes qui ont des seins très denses vont bénéficier d'une échographie justement pour compenser un petit peu cette perte de détection. Donc là, l'intelligence artificielle, c'était la première utilité qu'on a eue. Je vous ai parlé dans une diapositive, on a fait l'acquisition dans le centre du sein également d'une table d'intelligence artificielle qui permet, je vais déplacer ma sonde sur la patiente, sur le sein de la patiente, et tout ça c'est informatisé et ça me permet de savoir exactement la localisation avec différents marqueurs de la lésion, et ça me permet aussi de voir, par exemple, je vais me déplacer dans le sein et s'il y a une deuxième lésion, à quelle distance elle est située, et ainsi de suite, et justement ça nous permet de faire les cartographies ultra précises quand il y a notamment plusieurs lésions, quelle que soit la nature des lésions, mais ça nous permet de faire une bonne cartographie. Et puis là où aussi on attend, et puis c'est assez encourageant de ce qu'on voit de l'intelligence artificielle, c'est dans le diagnostic, donc c'est en train d'advenir. Pour le moment, alors nous on a aussi, grâce à Madame Kinkel, la possibilité d'avoir l'intelligence artificielle dans le diagnostic, dans les mammographies. Une patiente en pratique va faire sa mammographie. Nous, pour le moment, on continue d'interpréter la mammographie sans avoir l'information de l'intelligence artificielle. Donc, on va faire notre interprétation de la mammographie. Et à la fin de cette interprétation, on a aussi l'interprétation de l'intelligence artificielle. Et ça nous permet de comparer. Ça nous permet aussi, peut-être si on n'est pas trop concentré, de pouvoir se fier aussi à l'intelligence artificielle. Pour le moment, on a choisi cette séquence-là, mais les Parisiens qu'on avait été voir, qui ont déjà l'intelligence artificielle depuis un certain temps, eux, ils font l'inverse. Ils commencent par l'intelligence artificielle et ils font tellement confiance à l'intelligence artificielle, après ils vont plus ou moins vite dans l'interprétation. Donc c'est plutôt encourageant, ça devrait nous aider, ça devrait nous permettre d'avoir un diagnostic qui est encore plus précis. Donc c'est vraiment pareil, un point d'amélioration qui va vraiment beaucoup nous aider. Donc l'intelligence artificielle, ça y est, on commence à avoir des applications, et puis il faut plutôt se rassurer, il ne faut pas que ça fasse peur, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment bien nous aider. Oui. On va vous apporter le micro. Diagnostiqué en janvier. Je n'ai pas l'habitude de parler attention. J'ai été diagnostiquée en janvier 2019. Je remercie Alexandre Stolz. Annoncer les choses avec bienveillance. Je me suis rendu compte au cours de mon parcours, là je suis au score haute cette semaine. Et
Non, la bienveillance, la gentillesse, le temps passé dans la discussion était essentiel. Donc j'ai fait tout ce parcours à la chaux de fonds. J'ai eu l'impression effectivement d'être prise dans une machine à laver. Ça a été très vite, on passe d'une machine à l'autre. Mais j'ai compris que c'était utile. Et puis j'ai d'abord été diagnostiquée du HER2, et puis après d'un triple négatif. Alors, je me suis quand même rendu compte qu'on parlait souvent du cancer hormonal, on guérit, etc. Moi, il a été tout de suite métastatique. Alors, j'étais dépistée depuis l'âge de 35 ans en France. J'avais des mammographies, etc. J'ai une sœur qui est décédée du cancer, un frère qui a eu un cancer du pancréas. On s'est demandé si c'était pas génétique. J'ai fait les tests, non. Et en fait, je me suis tout de suite posé la question, qu'est-ce que je vais faire pour m'aider? Je n'avais pas envie de faire les traitements comme ça, de subir des traitements. Alors, je suis allée frapper à la Ligue. Et puis, là, j'ai trouvé du yoga, j'ai trouvé de l'art-thérapie, j'ai trouvé de la réflexologie, etc. Ça m'a beaucoup aidé à accepter le traitement, entrer dans le traitement. Voilà. Et puis, je suis allée voir aussi tout de suite un nutritionniste parce que je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas une question de pas de chance, de hasard, il y a autre chose. Le nutritionniste, il a découvert que j'avais un terrain très, comment on dit, très inflammatoire. J'avais beaucoup travaillé, beaucoup. Et on a modifié tout ça. Et je me suis dit, il faut que tu transformes ton corps pour qu'il puisse supporter les traitements. Et je ne sais pas pourquoi j'ai été inspirée comme ça. Après, j'ai eu beaucoup de lectures, beaucoup de rencontres, etc. Et ça m'a effectivement... je pense qu'aujourd'hui, si je suis encore là, 3 ans et demi, alors il y a des métastases. Mercredi, il y a 8 jours, je suis tombée aphasique dans la COP, etc. Il y a des moments difficiles. Je suis toujours sous immunothérapie, etc. Mais... Je suis positive, en fait. Et ça, je le dois à la prise en charge psychologique aussi, par EMDR. Je trouve qu'on ne parle pas assez de la prévention et de cette prise en charge. Alors, vous parlez de tout ce qui est scientifique, c'est très bien, et on en a besoin. Et puis, on n'a pas envie d'aller voir des charlatans. Mais peut-être que dans votre prise en charge, vous devriez... indiquer des professionnels sérieux sur lesquels on puisse se baser justement si on veut mettre en place... Alors on le fait, madame, hein, on a comme partenaire le CNP. Oui, et au CNP, voilà. Donc tous les traitements que vous signalez, le MDR, il y a un spécialiste au CNP. Hein. Donc c'est la prise en charge psychologique fait partie de notre prise en charge. Alors on ne pouvait pas aujourd'hui tout expliquer. Hein. On a déjà eu on a débordé déjà sur le canevas d'une conférence traditionnelle, mais donc ces thérapies-là sont à disposition. Et puis on a aussi une consultation, par exemple, d'hypnose. On a Madame Poggioli peut peut-être en dire un mot, elle est là, je la cherchais. Donc on essaye au maximum d'intégrer toutes ces et les patientes ont accès à ce genre de. Mais ce que je veux vous dire, c'est que toutes les personnes dont j'ai fait connaissance au travers des thérapies, toutes les femmes malades, en fait, j'avais l'impression qu'elles étaient très peu renseignées. Alors on est dans, on n'ose pas demander, on veut faire profil bas. Et puis il y a quelque chose qui est important, c'est que à la fin des traitements ou au cours des traitements, on est confronté à 2 problématiques. Il y a la problématique de la peur de la récidive pour celles qui ont. Voilà. Et dans le cancer hormonal,
nombreuses sont les femmes qui me disent « Mais qu'est-ce que j'ai mal avec ce médicament, je souffre, mes articulations, etc. » Et puis dans mon cas, c'est le travail sur la mort qu'il est quand même important de mener, parce que je crois que le cancer triple négatif, au bout de 5 ans, je crois qu'il y a 11% de survie. Donc, cancer triple négatif, si le pic des récidives, c'est si à 3 ans, il n'y a pas eu de récidive, a priori, on est guéri. Donc là, non, c'est pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des thématiques vraiment bien sûr essentielles. Moi, j'ai jamais pris de calmant, je dors bien la nuit. Voilà. Merci pour votre témoignage, madame. Oui. Enlève ton masque, Barbara, pour parler. On t'entend pas bien. Je voulais juste rajouter quelque chose, parce qu'au sein de l'hôpital, nous offrons aussi des sessions de cours de soutien et d'information pour les patients par le biais de l'association AVAC Apprendre à vivre avec le cancer. Et puis, dans ces sessions, il y a aussi 2 séances, en tout cas, qui sont dédiées justement à la mort, ou aussi cette notion aussi de être en fin de chemin ou en fin de traitement, et puis on ne sait plus quoi faire. Et donc, on conseille toujours de venir visiter aussi la Chrysalide, où il y a la doctoresse, à l'époque c'était la doctoresse Brand, maintenant il y a un nouveau médecin qui va intégrer l'équipe des soins palliatifs. Et puis justement, on va aussi parler de toute cette prise en charge en lien avec la fin de vie, aussi la prise en charge de la douleur. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir passer à l'apéritif. J'aimerais juste faire un petit commentaire pour madame. Merci pour votre témoignage. Je pense que c'est important. Voilà, malheureusement, il y a 2 grands types. Il y a les cancers du sein qu'on va guérir et il y a les cancers du sein avec lesquels on va vivre pour le restant de sa vie. Les cancers du sein avec lesquels on va vivre pour le restant de sa vie, le but, c'est vrai, c'est de donner des traitements très spécifiques. Nous, on est plutôt très technique. On va donner un traitement comme l'immunothérapie dans le cancer du sein triple négatif, qui a montré son efficacité, mais c'est vrai qu'à côté, il y a quelques années, on ne s'occupait pas de la personne dans sa globalité. Maintenant, quand même, depuis 3-4 ans, dans les congrès, etc., on parle énormément de la prise en charge globale, on parle énormément des traitements qui sont des traitements, qu'on peut dire parallèles, ou des traitements d'appoint qu'on peut associer, comme l'acupuncture, comme des traitements par phytothérapie, etc., pour lesquels on invite les patients à venir en parler avec nous, parce qu'on a des moyens aussi maintenant pour leur donner d'autres armes thérapeutiques en prenant en charge toutes les toxicités qui peuvent être à côté, parce qu'on doit faire attention de ne pas mélanger tel médicament avec telle tisane. Mais de plus en plus, il y a des développements qui se font et on peut travailler ensemble avec des patients qui veulent absolument avoir accès à ces soins-là. Par le biais de la Ligue neuchâteloise contre le cancer, que je préside accessoirement depuis 2 ans, je pense que maintenant, dans les différentes ligues, on développe cette prise en charge pour permettre aussi aux patients de faire leur chemin et d'être pris en charge dans la situation métastatique pour permettre une qualité de vie le mieux possible. Parler de la mort, parler de l'évolution, on ne sait pas quand est-ce que la mort va arriver, mais c'est une image qui va planer dans la tête de la patiente métastatique toute sa vie. Le but, c'est d'essayer d'arriver à éteindre un petit peu cette lumière pour que la patiente puisse continuer à vivre le mieux possible, ce qu'on peut dire, pendant cette période-là. Et puis, à un moment donné, cette lumière va se rallumer et puis la mort va arriver. Mais en attendant, l'important, c'est que les patientes puissent vivre avec une qualité de vie et tous les moyens doivent être mis en place pour que la qualité de vie soit la meilleure possible. Je pense qu'on va clore la conférence et puis on vous invite à un apéritif, à partager un petit moment encore là, si vous le désirez. Merci à tout le monde.